Bonjour tout le monde, ici Francis Paquin et bienvenue au Balado Box, le compte de 8. Cette semaine à l'émission, on va revenir évidemment sur les événements survenus au stade IGA le 28 août dernier. À mes côtés, comme d'habitude, Adrien Hammer, mais également Jean-Luc Legendre qui était sur place pour assister au gala. Messieurs, petit rappel des faits avant d'entrer dans le vif du sujet. C'était le premier événement, on pourrait dire, d'envergure de groupe Yvon Michel là, depuis le début de la pandémie, le 28 août, au stade IGA. Ça devait être une grande célébration de la boxe. Euh, la situation sanitaire étant, on ne s'est pas présenté sur le court central. On avait décidé d'aller sur le court secondaire qui s'appelle maintenant le court Rogers avec environ quoi, 1500, 1600 billets vendus. On voulait une ambiance un peu plus intime. C'était censé être, dans le fond, le dernier combat de Kim Clavel avant celui de championnat du monde qu'on espère tant d'ici la fin de l'année. Mais il y a un événement qui a vraiment retenu toute l'attention. C'est le combat entre Marie-Pierre Houle et Jeannette Zacharias Zapeta. Un combat de sous-carte, comme il y en a eu tant d'autres dans l'histoire de la boxe au Québec, et ça s'est terminé de façon dramatique. Zacharias Zapeta qui est décédé à la suite de ses blessures subies pendant le combat. On ne sait pas encore exactement. Hein, il va y avoir une enquête du bureau du coroner qui va faire la lumière là, sur les événements, connaître vraiment les causes du décès parce qu'il y a énormément de couches à cette histoire-là et on va essayer là, de vraiment d'y aller à fond à partir des faits qu'on connaît et savoir qu'est-ce qu'il faut en penser, quelles solutions on peut amener et ainsi de suite. Jean-Luc, tu as assisté au gala. Tu faisais partie là, de l'équipe pour le reportage à la télévision. Comment tu as vécu ces événements-là samedi le 28 août? Ben, ça a été quand même, par ailleurs, une belle soirée de boxe, Francis, il faut le dire. C'était le retour de la boxe. Personnellement, ça faisait plus d'un an. En fait, mon dernier combat, c'était celui que j'avais vu au centre Vidéotron à Québec. Je pense que c'était en décembre 2019, donc ça faisait un bout de temps. C'était bien agréable de renouer avec le monde de la boxe, pas seulement le sport, mais l'intensité, les spectateurs, toutes les personnes qui gravitent aussi, que ce soit les personnes des organisations, les fans qui sont venus nous saluer, les collègues, mais aussi les officiels. C'est un petit monde, celui de la boxe. Mais malheureusement, ce petit monde-là a été pas mal ébranlé. Donc, avec ce qui s'est passé samedi soir, c'est malheureux parce que ça a quand même porté une couche d'ombrage et évidemment, c'est le cas. On ne peut pas blâmer le cours des événements d'avoir porté ombrage à la superbe victoire par ailleurs de Kim Clavel là, dans un combat qui aura tenu tout le monde sur le bout de son siège là, pendant les 10 rounds que ça a duré, ce combat entre Kim Clavel et son adversaire. Mais malheureusement, donc, ce qui retient l'attention, et ça a dépassé évidemment la couche du monde du sport, c'est inséré dans toutes les discussions. Il y a eu énormément d'articles, de chroniqueurs qui se sont prononcés sur la question depuis l'annonce que Jeannette Zacharias-Zapata avait été plongée dans un combat, puis par la suite, il y a eu évidemment son décès. Évidemment, ça a suscité plein de réactions, vraiment tous les chroniqueurs, et on en a plusieurs au Québec là, qui se sont prononcés sur la question. Et je suis content que tu me poses la question pour la première fois, parce que chroniqueur de boxe qui était sur place, merci beaucoup Francis de solliciter l'opinion puis on aura l'occasion d'en parler au cours des prochaines minutes. Mais évidemment, ça a été quelque chose d'assez difficile là, parce que, veux pas, on avait été témoins, toi et moi, de ce qui s'était passé avec Adonis Stevenson. Heureusement, ça avait été un soupir de soulagement quand on a appris finalement qu'il n'avait pas succombé. Mais toi et moi, on a été témoins d'une mort, une mort sous nos yeux, une mort en direct, une scène atroce. J'ai vu des images qui n'ont pas été présentées pendant le broadcast, pendant la télédiffusion du combat, parce qu'au moment où est-ce qu'on présentait des reprises, on a vraiment vu sur ses jambes Jeannette Zacharias Zapata littéralement en convulsion, mais à la verticale sur ses jambes, alors qu'elle était encore adossée dans son coin. Je pense qu'il y a une vidéo, et je ne sais pas si c'est Pierre Lavoie qui avait capté les images, mais il y a une vidéo du public où est-ce qu'on la voit en convulsion. C'est pas des belles images. On a été témoin de mort d'hommes dans un sport qu'on aime, dans un genre d'événement qu'on aime aussi. J'aime la boxe professionnelle, j'aime la boxe amateur aussi, mais n'empêche, c'est un grave événement, grave. C'est énormément de questions. Il y a des opinions plus drastiques
qui ont été émises, comme quoi on devrait peut-être interdire la boxe, que c'est un sport barbare. À l'opposé, il y en a qui disaient tout le contraire, que la boxe a sauvé des vies. Je pense que même si les opinions sont très différentes l'une de l'autre dans tout ce spectre-là, je pense que c'est un débat qui est essentiel, qui est nécessaire. Et puis, j'espère qu'au cours des prochaines minutes, on va pouvoir trouver une juste part de réponse à ce qu'on devrait faire là, pour éviter qu'un type de catastrophe du genre se répète. Adrien, on a souvent, au fil des années, à notre balado, discuté des cartes de boxe à venir. Et on ne s'était pas nécessairement épanché sur ce combat-là à venir entre Marie-Pierre Houle et Jeannette Zacharias-Zapata parce que ça s'inscrit dans une certaine logique. Une boxeuse, Marie-Pierre Houle, qui, je pense qu'en tout respect, il y a personne qui prédit que ça va nécessairement devenir une championne du monde, mais c'est une athlète qui est excessivement bien entourée, qui a des moyens un peu de ses ambitions autour d'elle. Et on se disait, bon, ben, ça s'inscrit dans une suite logique. On veut, tu sais, souvent, hein, les entraîneurs nous répètent depuis des années, ben, on veut garnir le coffre à outils. Donc, on veut affronter tel boxeur pour voir telle chose. Ensuite, on va en affronter d'autres. On a vu comme Arslanbek Mamoudov, l'un des grands enjeux dernièrement dans sa carrière, c'est faire des rounds. Fait on a amené ici à Montréal Jonathan Rice qui, bon, bon an, mal an, s'était sauvé pendant 6 rounds jusqu'à temps que Mamoudov coupe le ring, l'atteigne au corps, puis Rice a décidé, bon, ben, je n'ai fait assez, j'ai mérité mon chèque de paye, puis je retourne chez moi. Puis, il est maintenant classé, il est aspirant mondial maintenant, Jonathan Rice, avec quelques victoires qu'il a enregistrées depuis ce temps-là. Toi, Adrien, quand tu as vu ce combat-là à l'affiche, est-ce qu'il y a des cloches qui t'ont sonné dans ta tête, dire c'est une confrontation inégale sur plusieurs aspects, ou au contraire, un peu, je l'avoue très humblement, moi, ça a passé un peu comme une lettre à la poste en disant, ben, un combat comme j'en ai vu bien d'autres, on s'attend à ce que Marie-Pierre Houle gagne. Peut-être qu'elle va avoir de la difficulté. On se rappelle, elle a eu un verdict nul dans une carte présentée au cabaret du Casino de Montréal. Est-ce que c'était l'opinion que tu avais, ou au contraire, tu avais des doutes? Dans la préparation du combat, j'avais écrit juste une phrase sur ce combat-là, c'est que c'était une bonne opportunité pour Marie-Pierre Houle d'obtenir un autre knockout après celui qu'elle avait eu dans son deuxième combat, parce que je voyais l'affiche de Zacharias Zapata qui avait des défaites par KO, notamment son dernier combat. Je ne connaissais pas les circonstances de ce dernier KO au Mexique, mais c'était ce qui semblait sur papier. Et c'était aussi la logique. Marie-Pierre Houle qui est en début de carrière, on essaye de lui monter une fiche. On sait que c'est les KO qui vendent beaucoup, heureusement ou malheureusement, mais c'est ce qui capte l'attention du public. Quand tu arrives à enregistrer une victoire par KO, et ben ça fait des vidéos qu'on peut remontrer pour la préparation de tes combats à chaque fois. Donc c'était quelque chose qui me semblait être l'objectif pour ce combat-là, et c'est quelque chose qu'on voit tout le temps. Un boxeur ou une boxeuse qui est en début de carrière, on essaye de lui mettre des adversaires qui vont la faire briller. Et c'était l'impression que j'avais de ce combat-là. Après, ce qui était compliqué, c'est qu'il y a très peu de vidéos de ces combats de Zacharias Zapata. Tu as vu la difficulté, c'est toi qui as déniché la vidéo de ce combat au Mexique. Tu m'avais demandé de chercher la vidéo, puis moi je ne l'ai pas trouvée. C'était compliqué de trouver des images de ce combat-là, et même de ses combats précédents. Donc c'était un peu compliqué de se faire une opinion sur le niveau réel de Zapata, mais tous les indicateurs pointaient dans cette direction-là. Une jeune femme de 18 ans, déjà quelques défaites, dont des défaites par KO au compteur, une période d'inactivité de 2 ans et demi. Tout ça montrait qu'elle n'arrivait pas ici pour un combat particulièrement compétitif, mais qu'elle était là pour faire briller Marie-Pierre Houle. Et donc, j'ai pas été surpris qu'elle l'emporte par KO. Par contre, c'est sûr qu'on s'attendait certainement pas à la suite des événements. Et à partir du moment où je l'ai vue allongée dans le ring en convulsion, là, j'ai compris que ça allait mal se passer. J'imagine que vous, ça a été encore plus impressionnant en étant au bord du ring. Et nous, on l'a vu quand elle était déjà allongée là-haut à la télé avec les images, alors que vous avez vu tout le déroulement des événements au fur et à mesure. Tu as parlé, Jean-Luc, de
de la voir debout en convulsion. C'est pas des images qu'on voit très souvent et qui inquiètent immédiatement dès qu'on les voit. Là, ça doit être particulièrement saisissant pour tous les gens qui étaient au bord du ring ou dans les estrades. Oui, absolument. Tu sais, il faut savoir Jean-Luc, en étant au reportage à la télévision, n'est pas nécessairement arrivé les yeux sur un écran d'ordinateur en train d'écrire, préparer, faire de la recherche, parce qu'on a un texte à livrer, comme c'est le cas pour moi. Mais le combat se déroulait, était quand même assez chaudement disputé pour les 2 premiers rounds. Et moi, je le regardais un peu parce que le combat, je pense que c'est Alexis Barrière précédemment qui avait eu lieu dans la carte. J'ai un peu perdu le fil des événements, mais bon, je suis en train d'écrire et tout. Puis je regardais de temps à autre, je prenais quelques notes et j'ai senti la foule un peu, l'intensité quand il y a eu le premier coup de poing, le premier uppercut qui a envoyé Zacharias Zapata dans le coin. Et là, j'ai regardé vraiment l'action parce que j'ai senti la fébrilité qu'il y avait dans l'air. Et le son là, de la dernière droite, ça va rester à jamais en moi. D'autant plus là, qu'on sait ce qui s'est produit par la suite. Là, ça a vraiment été un bruisseau. Puis, c'est pas quelque chose qu'on voit nécessairement souvent en boxe féminine. Du moins dans les combats où j'étais présent sur place. Tu disais à quel point les KO font foi de tout. Puis, c'est comme ça que la mise en marché de la boxe professionnelle se fait. Et combien de fois on a reproché à Marie-Ève Dicker de ne pas avoir la force de frappe nécessaire, de ne pas être en mesure d'enregistrer un KO. On voulait absolument, d'ailleurs, toujours pas signer un à ce jour, mais on lui demandait, on l'exigeait d'une certaine manière qu'elle remporte un combat par knockout. Et en boxe professionnelle féminine, là, on a déjà vu, là, mais souvent c'est lié à l'accumulation de coups. C'est pas tant. Là, l'adversaire est resté debout, ce qui rajoute encore plus à, je dirais, au côté tragique là, de cet événement-là. Mais c'est. Je discutais d'ailleurs avec différents intervenants du milieu de la boxe au cours de la semaine. Je pense qu'on a tous eu nos discussions off the record, comme on dit dans le milieu. Puis, personne ne s'attend à ça en boxe féminine, là, des événements comme ceux-là, parce qu'en boxe masculine, c'est assez connu. Là, on a vu notamment, c'est Pritchard Collins. Je regardais encore en préparant mon entrevue avec Ross Amber, je regardais la vidéo de son combat. Il a eu beaucoup de coups derrière la tête, s'en plaignait et tout. Mais non, comme tu le mentionnais, Adrien, là, d'être sur place, là, ça a été quand même assez troublant. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas nécessairement aimé la réaction de Marie-Pierre Houle à la suite de sa victoire. On ne pouvait pas nécessairement déterminer ce qui se passait. Il y a l'euphorie du moment. Mais pour ceux qui disent qu'elle n'a pas exprimé de remords, je voulais juste clarifier les choses. En impromptu presse, après un bon vieux scrum, comme on dit, c'est quelqu'un là, qui cherchait ses idées et qui ne savait pas nécessairement. Là, on voyait qu'elle était confuse, avait de la difficulté là, à comprendre réellement ce qui se passait. Puis, à l'abri des caméras, avec les journalistes, là, elle en a exprimé des craintes. Puis, on voyait que c'est quelqu'un là, qui était vraiment pas bien là, à ce moment-là. Exactement. Puis pour avoir été témoin de la scène, comme tu le sais, Francis, Marie-Pierre, elle a célébré une fois que la victoire a été acquise, mais par la suite, elle est retournée dans son coin près de son entraîneur Sébastien Gauthier. Puis immédiatement, là, on semblait avoir des préoccupations pour de l'adversaire. Donc, les scènes n'ont pas été longues. Et puis, j'avais discuté, moi, avec Sébastien dans les instants après, quand on avait évacué sur une civière le Zacharias Zapata. Puis j'ai dit, parce qu'on avait quand même des bribes d'informations, il y a quelqu'un qui m'avait dit que dans son transport à l'ambulance, vraiment, elle était en difficulté respiratoire grave, qu'on craignait. Puis ça avait été confirmé par Yvon Michel, là, que c'était très critique lorsqu'elle avait été transportée à l'hôpital du Sacré-Cœur. Et j'avais fait état de ces choses-là, de ces faits-là à Sébastien Gauthier, puis il était vraiment surpris. Il dit, c'est pas nécessairement parce que si elle est ébranlée, en tout cas, c'est pas parce qu'il s'est passé dans le combat, là, parce qu'il mentionnait que sa boxeuse, Marie-Pierre Houle, l'avait atteinte, oui, dans la dernière frappe, là, mais sinon, auparavant, il n'y avait peut-être pas eu autant de frappes, mais la grande question que Sébastien soulevait, puis ça, tu l'as élucidé avec la vidéo que tu as trouvée, Francis, c'est qu'il s'est peut-être passé des choses avant qu'on ne savait pas, mais là, que personne ne savait, que le promoteur ne savait pas, que le matchmaker Vincent Morin ne savait pas, que le clan de Marie-Pierre Houle ignorait également. Dans le fond, les seules personnes qui savaient réellement ce qui s'était passé, c'est triste à dire, mais c'est la boxeuse.
et son entraîneur et son entourage. Et puis là, présentement, on est en train de faire la lumière sur ces circonstances-là. Là. Et c'est ça qui est grave, parce qu'on a fait le procès de tout le monde là, depuis le début. Là. On a fait le procès de la boxe, on a fait le procès du promoteur, on a fait le procès, et on a quand même ménagé dans le processus, et Dieu merci, là, Marie-Pierre Roule, de même que l'arbitre Padoulot. Ces personnes-là n'ont pas été blâmées. On a vraiment blâmé la boxe, on a brassé, on a blâmé la réglementation, Yvon Michel, mais on ne s'est pas beaucoup penché, et c'était probablement par respect qu'on l'a fait, par décence aussi. Alors, on ne va pas blâmer une boxeuse qui est sur son lit de mort. Mais maintenant qu'on est en train de faire la lumière sur les choses, que la poussière retombe peu à peu, il faudra vraiment regarder les agissements d'une personne. Parce qu'on a tellement critiqué la boxe en disant que c'est un sport dangereux, que c'est un sport qu'on devrait critiquer, qu'on devrait bannir. Mais c'est un peu utopique de penser ça, parce que la boxe va toujours exister, parce que c'est un vice. On sait que la Régie des alcools, des courses et des jeux, qui est chapeautée par la sécurité publique, hein, la Régie des alcools, des courses et des jeux, ce sont 3 vices. C'est des mots nécessaires, et la boxe en fait partie. Si la boxe n'est pas supervisée, elle va se retrouver à être pratiquée clandestinement, puis ça, on ne veut pas ça. Alors, il faut bien réglementer la boxe, il ne faut pas l'interdire. Est-ce qu'on interdit les sauts en parachute? On dit que la boxe, c'est se donner des coups à la tête. Bien, sauter en parachute, bien, c'est sauter d'un avion en plein vol. Si le parachute ne fonctionne pas, ben, qu'est-ce qu'on fait là? Alors, ça prend une personne qui décide de passer consciemment à la pratique de ce sport, qu'il soit le parachute, qu'il soit la boxe. Donc, il y a à moins de vraiment qu'elle ait été contrainte et forcée de se battre, là, et je ne pense pas que ce soit le cas, mais elle a sa part de responsabilité, la boxeuse, dans ce triste fil des événements. Oui, parce qu'Adrien, on a vu un article qui a été publié dans un média de gauche mexicain hier, qui a refait surface là, par Martin Achard, qui est, on peut qualifier d'historien de la boxe au Québec. Là, c'est vraiment celui qui nous remémore de temps à autre tout ce qui s'est produit, notamment au début du 20e siècle, là, avec les exploits de Loup Brouillard, notamment, là, est une référence assez pointue dans ce domaine. Et dans le fond, son père, c'est une phrase qu'on a souvent entendue hein, par des boxeurs tant québécois que de l'extérieur qui disaient « Je suis prêt à mourir dans le ring ». Et c'est un peu ce que le père de Zacarias Zapata dit dans cette entrevue-là dans le média mexicain, c'est que fait fi un peu des recommandations, puis c'est une histoire qu'on a entendue mille fois, même dans l'entrevue que Ross Amber m'a accordée. Il n'a pas voulu nommer le nom, mais je pense que tous ceux qui connaissent BoxRec sont en mesure de le trouver. Il m'a dit il y a un Olympien qui voulait affronter Michael Kessler, mais Michael Kessler qui n'était pas encore devenu champion du monde, mais c'était clairement un objectif, hein, comme on le voit. Michael Kessler qui avait beaucoup d'aura très tôt dans sa carrière autour de lui, on voulait le former pour en faire un champion. Ben, on amène au Danemark un Olympien canadien et qui accepte l'invitation pour payer ses dettes d'études. Et Ross Amber lui dit moi, je vais aller dans ton coin, puis vous pouvez trouver le combat sur les plateformes de diffusion en continu. Aussitôt que ça se met un peu à brasser à la fin d'un round, Amber décide, c'est terminé, tu as fait bonne figure, tu as essayé de te défendre du mieux que tu as pu, mais excuse-moi, mais c'est terminé. Il l'a fait aussi pour David Lemieux. Il y a des circonstances. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas un examen de conscience à faire? Ce serait passer à côté d'une occasion idéale. Sauf que d'un autre côté, il faut s'interroger aussi sur un peu toute cette dynamique de l'industrie de la boxe qui n'est pas propre au Québec. Encore là, j'ai lu beaucoup de gens dire il y a juste Yvon Michel qui fait venir des Mexicains aux fiches perdantes. Si vous allez sur BoxRec, vous voyez le 4 septembre, il y avait bon nombre de gadas qui étaient présentés partout dans le monde. Ben, on a par exemple en Allemagne un jeune espoir qui évolue chez les Milours, qui a une fiche d'une victoire, 0 défaite. Il affronte un boxeur avec une fiche de 3 victoires, 29 défaites. Et on le voit, hein, au Royaume-Uni, on en a souvent déjà parlé au balado, Adrien. Il y a des boxeurs qui se spécialisent là-dedans, avec des fiches à la Glass Joe. 1 ou 2 victoires, 70, 60 défaites, et qui sont là pour des combats de 4 ans. Brutus Tessier le faisait régulièrement à affronter beaucoup de poids lourds pour des montants qui sont souvent, oui, tout à fait dérisoires. On peut se dire d'être payé environ le tarif qui circulait dans les dernières années, c'est environ 400 $ du round, là, à peu près. Des fois, on est capable d'aller chercher plus, mais c'est la triste réalité de ce monde-là, malheureusement.
Tu sais, Francis, il y en a qui pensent qu'on n'a pas beaucoup de liberté là, au Québec présentement, mais on est dans une société où est-ce qu'on a énormément de liberté. Puis un des meilleurs exemples, c'est nos voitures. Hein. Il n'y a pas une route au Québec là, sur laquelle tu peux aller à plus de 100 km/h. Et pourtant, on a la liberté, nous, si on veut, de lancer nos voitures à 150, à 160, à 120. On a énormément de liberté. Ce que le gouvernement doit faire en plaçant des règles, c'est souvent de protéger les personnes contre elles-mêmes. Alors, quand un boxeur dit « moi, je suis prêt à aller mourir dans le ring », comme on l'a entendu souvent, c'est qu'il faut mettre des règles pour empêcher que ça se produise. Alors, c'est là qu'il faut améliorer les règles. Et il faut que ça se fasse aussi au Québec. On a beau dire que c'est un des États où est-ce que les règles sont les mieux appliquées, sont les plus surveillées, où est-ce qu'on est les plus stricts, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas augmenter la surveillance. Là. Quand on a fait... quand on s'est indigné un peu sur la mort de David Whittam, qui était survenu au Nouveau-Brunswick, au Québec, on se pétait un peu les bretelles en disant « Ah, vous voyez, Nouveau-Brunswick, si lui a pu aller se battre là-bas, c'est parce que les règles n'étaient pas les mêmes qu'au Québec. Parce qu'au Québec, nous, on regarde les antécédents des combats. Puis David Whittam n'avait pas de permis pour se battre au Québec. Il avait pu en obtenir un au Nouveau-Brunswick. Je ne sais pas ce qui s'est passé au Nouveau-Brunswick depuis cette mort tragique-là de David Whittam, mais j'espère qu'on a rehaussé les règles et j'espère qu'on va encore rehausser les règles ici au Québec. Est-ce que ce sera par des normes, des tests un peu plus sévères, une plus grande rigueur au niveau des examens, une plus grande variété aussi, parce qu'il faut vraiment protéger les boxeurs contre eux-mêmes. Malheureusement, ben, ça a des coûts. Les coûts reviennent souvent aux promoteurs ou aux boxeurs. On accuse souvent les promoteurs de faire de l'argent sur le dos des boxeurs. Personnellement, là, je ne pense pas qu'Yvon Michel roule sur l'or. Je pense qu'il est à la tête d'une industrie qui est très, très, très fragile. La boxe, là, c'est une industrie là, où est-ce que l'équilibre financier est très fragile. On s'est indigné du fait que Zacharias Zapata est venu au Québec pour se battre pour une bourse de 1800 $, puis qu'elle est morte pour 1800 $, mais ça n'aurait pas été mieux. Mais, je veux dire, il n'y a pas une bonne somme pour mourir. Là. Même si elle était venue se battre pour 2 millions, le sort qu'elle a connu, finalement, ne mérite pas la bourse, peu importe son ampleur. C'est vraiment des lois qu'il faut, des lois plus strictes. Il faut mieux encadrer ça. Il y a de la marge de manœuvre pour le faire. Mais qui doit payer? Est-ce que c'est les promoteurs? Est-ce que c'est les boxeurs par leur bourse qu'ils reçoivent? Je pense pas, parce que je pense qu'économiquement aussi, le modèle de la boxe est également, le modèle économique de la boxe est peut-être en déclin. Là. Alors, tout ça, c'est à voir. Est-ce que les frais doivent revenir au gouvernement? Est-ce que c'est au gouvernement à assumer ça? C'est une bonne question, là. C'est une bonne question, mais il va falloir amener des réponses. Et je pense que l'enquête publique et peut-être une commission d'enquête, peut-être un autre rapport d'enquête comme celui qui a eu lieu après la mort de pas de Gaétan Hart, mais de Cleveland Denis en 1980, va réussir à présenter un rapport qui est encore mieux adapté à la réalité de la boxe qu'on connaît présentement en 2021. Ouais. Adrien, est-ce qu'il y a une forme d'aveuglement volontaire dans tout ça, parce qu'on dit que c'est le système économique de la boxe, Jean-Luc, tu le mentionnes bien, qui est un peu questionné, puis la boxe, je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est l'illustration parfaite de la vie, de la société dans laquelle on est, c'est-à-dire la société capitaliste. C'est qu'on justifie, entre guillemets, toutes les inégalités qui existent en se disant, ben, une fois, il y a quelqu'un qui sort. Manny Pacquiao est sorti d'absolument nulle part. Ben, aujourd'hui, il va peut-être être éventuellement candidat à la présidence aux Philippines, a très bien gagné sa vie. C'est quelqu'un qui est sorti d'un milieu excessivement pauvre. Ben, pour que le système se justifie d'une certaine manière, ben, on sort ces histoires-là. Mais il y a beaucoup de gens en dessous qui, malheureusement, verront jamais un peu la couleur de cet argent-là. Oui, les millionnaires en boxe, ils se comptent sur les doigts d'une main. Là. Tu peux... Quand tu as une carrière, je m'en souviens quand on parlait de Jean Pascal, son premier combat où il avait une bourse qui était dans les 7 chiffres, c'était quand il était déjà très connu, qu'il avait fait plusieurs grands combats. Donc c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure, mais pour le peu qui arrive à ce niveau-là, il y en a énormément qui galèrent et qui ont des bourses qui paraissent vraiment dérisoires par rapport aux risques qu'ils prennent. Et c'est quand tu as des bourses comme ça, tu ne peux pas te payer des camps d'entraînement particulièrement efficaces.
t'as pas forcément le meilleur entourage, t'as pas forcément les meilleurs médecins qui te suivent, donc ça te rend encore plus à risque parce que tu vas accepter des combats de dernière minute, tu vas accepter des combats à l'étranger contre où tu es clairement le côté B de l'équation. Donc c'est tout ça qui fait en sorte qu'il y a ces inégalités dans le ring et je trouve qu'il y a aussi une culture de la culture du zéro défaite qui en boxe est assez néfaste parce que on va te faire grimper 15, 20, 25 combats contre des adversaires que tu es censé battre, qui sont pas forcément de calibre avec toi. Et ben forcément, quand tu as des combats assez inégaux comme ça peut mettre en danger l'adversaire. Donc cette culture-là, elle est peut-être un peu néfaste aussi. C'est quelque chose qui existe un peu moins dans les arts martiaux mixtes, où on va plus rapidement te mettre contre des adversaires de ton niveau, de ton calibre, et où tu vas plus souvent avoir des défaites rapidement dans ta carrière. Tu vois souvent des gars qui arrivent dans l'UFC, ils ont des fiches de 8-9 victoires et 2-3 défaites. Et ça ne choque personne, ça ne veut pas dire que ce sont des mauvais combattants. Et ça, par contre, en boxe, ça n'existe pas. Si le gars n'est pas 15 ou 20-0, eh ben, on va dire oh, il a déjà eu une défaite dans sa carrière, il est sûrement pas bon et on s'intéresse moins à ce boxeur. Donc, c'est ce côté de la culture de la boxe, je trouve que c'est quelque chose qui pourrait, qu'on devrait faire disparaître avec un petit peu d'éducation au niveau des risques que prennent les boxeurs en affrontant des gars de leur calibre plus tôt dans leur carrière. Mais c'est pas forcément quand tu te bats contre quelqu'un qui est pas de calibre avec toi ou qui est d'un bien meilleur calibre que toi que tu vas être en danger. On parlait tout à l'heure d'Adonis Stevenson, c'était un combat d'unification. C'était 2 champions du monde face à face et il y a quand même eu un accident qui, heureusement, Adonis s'en est sorti. Mais il y a quand même eu un accident similaire à celui de Zacharias Zapata et pourtant c'était pas un mismatch. C'était un combat de 2 champions du monde. Patrick Day qui est décédé il y a 2 ans là, pendant l'été où il y a eu plusieurs morts dans le monde de la boxe. Patrick Day, c'était un boxeur qui faisait du sparring un peu partout aux États-Unis, qui était très connu dans les gyms parce que c'était un gars qui affrontait tout le monde, tous les gars de meilleur niveau. Et pourtant, il est décédé après un combat également. Maxime Dadachev, c'est pareil, c'était un très bon espoir, invaincu, un gars qui avait des très bonnes capacités. Quand il a affronté le portoricain dont j'ai oublié le nom, Mathias, et bien, c'était un combat qui, sur papier, était égal. C'était un combat équilibré. Et pourtant, ça s'est terminé en drame là aussi. Donc, c'est pas forcément la question de la différence de niveau qui va plus mettre en danger un combattant. C'est vraiment la nature du sport elle-même. Un coup de poing sur 10 000, sur 100 000, qui va t'abîmer le cerveau et te mettre en danger. Par contre, là où on peut avoir de l'amélioration, c'est qu'il y a des garde-fous. En boxe, il y en a plusieurs. Le premier, c'est les promoteurs qui choisissent un adversaire et qui doivent se plier à des règles selon les commissions athlétiques, la régie ici. Il faut que le boxeur ou la boxeuse ait un permis qui soit validé, qui fournissent des preuves médicales. Corrigez-moi si je me trompe, mais je pense qu'il faut fournir un CT scan, un scanner du cerveau pour pouvoir se battre au Québec. Donc ça, c'est un premier garde-fou. Et ensuite, quand vous êtes dans le ring, il y en a encore d'autres. Le premier, c'est bien sûr l'arbitre qui peut arrêter le combat à n'importe quel moment s'il voit qu'un boxeur est en trop grande difficulté. Il y a le médecin qui peut l'arrêter pour des raisons médicales s'il voit que sa santé est en danger. Mais le dernier des derniers remparts, c'est le coin du boxeur. Et c'est souvent ce dernier rempart qui protège le boxeur parce que combien de fois on a vu l'arbitre laisser le combat aller et un entraîneur ou un homme de coin intervenir pour arrêter le combat. C'est, je pense, le rempart le plus important parce qu'il y a un côté émotif de la personne que tu connais, que tu côtoies tous les jours, qui est dans le ring et que tu la vois en danger et que tu ne peux pas la laisser continuer à encaisser des coups comme ça. C'est le coin qui connaît le mieux son boxeur ou sa boxeuse. Des fois, tu as des gens qui vont encaisser sans jamais tomber, mais c'est ça qui est encore plus dangereux que quelqu'un qui tombe après deux coups de poing. Donc, je trouve que c'est le coin
l'équipe du boxeur qui a le plus d'outils pour pouvoir protéger sa santé et surtout qui prend... Parce qu'un arbitre qui va prendre cette décision, il peut se faire critiquer, un médecin aussi. Mais le coin qui prend cette décision, on va se dire, OK, ils ont voulu protéger le boxeur et tout le monde comprend ça. Il n'y a personne qui va critiquer un coin en disant « Ah, ils ont arrêté le combat trop vite, il aurait dû le laisser encaisser plus de coups, tomber au sol. » Non, c'est... Et c'est dans cet aspect-là, je pense que le coin de Zacarias Zapata a fauté parce que eux, ils connaissaient tous les antécédents. Ils étaient là dans le combat précédent, bien évidemment. Au Mexique, c'était au mois de mai. Ils ont vu comment ça s'est fini avec Zapata qui était allongé au sol, qui était en détresse. Quand tu vois ça, le dernier balado qu'on a enregistré, Francis, on parlait de Baranchik, Ivan Baranchik, qui, après son combat incroyable contre Zepeda, où il était allé 5 fois au tapis, et il y avait eu un chaos terrible où il était sorti en civière, il était resté inanimé pendant peut-être 1 minute, 2 minutes au sol. Ça faisait plus d'1 an, et on disait qu'on avait peur pour sa santé parce que c'est un gars qui avait pris beaucoup de coups. Comment est-ce que son corps allait réagir au coup suivant? Et ça faisait 1 an, ce combat-là. Zacarias Zapata, ça faisait 3 mois. C'était au mois de mai. Et si elle s'est battue au mois d'août, ça veut dire qu'elle s'est entraînée depuis le mois de juin, fin juin, juillet. Et quand tu t'entraînes, tu fais du sparring, tu prends des coups à la tête. C'est-à-dire qu'1 mois après avoir été complètement KO, allongé au sol et en difficulté, tu reprends des coups à la tête. C'est pas possible qu'un coin, qu'une équipe d'une boxeuse laisse faire ça. Surtout qu'en plus, il y a un côté familial. Son entraîneur, c'est son compagnon de vie. Donc, c'est ça qui me dérange énormément dans ce dossier. Exactement. Donc, on parle d'une responsabilité qui appartient à la boxeuse, qui appartient à son équipe. J'ai lu des commentaires que j'ai vraiment pas aimés. Là, tu sais, comme il y en a qui blâmaient Yvon Michel parce que souvent, tout ce que les personnes de l'extérieur de la boxe vont connaître de la boxe, ben, c'est Yvon Michel qui a été pas un des porte-étendards de ce sport depuis une trentaine d'années. On dit Yvon Michel aurait dû mieux savoir, aurait dû connaître... antécédent, mais regarde, entre vous et moi, Yvon Michel ne savait probablement pas qui était Zapata. Faire une petite confidence, il a signé une boxeuse il n'y a pas longtemps, je vais taire son identité, mais avant que cette boxeuse-là, il la signe, il ne savait pas vraiment qui elle était, il n'avait pas vraiment bu sa boxe. Donc, il n'est pas au courant de tout, Yvon Michel. Et puis, Francis, corrige-moi si je me trompe, mais même, tu as parlé, je pense, énormément à Vincent Morin, qui est le matchmaker du groupe Yvon Michel, puis lui non plus n'avait pas vu la vidéo. C'était une vidéo qui a été très difficile à trouver, puis je suis convaincu que si Yvon, si Vincent Morin avait vu la vidéo, il n'y a personne qui aurait autorisé un massacre du genre, là, parce que si on avait vu la vidéo avant, ça avait été vu et su, que ce soit Adrien, Francis ou moi-même, on aurait décrié à l'avance ce type de combat-là, puis je peux croire que tant Yvon que Vincent auraient eu exactement la même réaction. Là. Je suis même convaincu que Marie-Pierre Roule et Sébastien Gauthier n'auraient pas accepté le combat. Ouais, d'ailleurs, Vincent a donné une entrevue à notre station sœur Nouveau le lundi. Essentiellement, c'est ce qu'il dit. S'il avait vu la vidéo, il n'aurait jamais... Finalement, Marie-Pierre Roule ne serait jamais monté dans le ring. Il n'aurait jamais autorisé un combat comme celui-là. Et là, c'est ça, c'est se poser des questions. Est-ce qu'il y a eu... Bon, est-ce qu'on a menti sur le dossier médical? Ou quel manquement il y a eu dans la chaîne? Parce que ce qu'il a expliqué à la journaliste, c'est fondamentalement, il avait vu des vidéos, mais c'était plus des séquences d'entraînement. Puis il savait boxer, avait l'air de bien aller. Donc, d'une certaine manière, bon, ben, c'est correct. C'est pour ça que je parlais peut-être d'aveuglement volontaire d'une certaine manière tantôt. C'est en disant, ben, on est en cas de COVID. Bon, j'ai eu la chance là, de parler avec quelqu'un qui m'a expliqué là, tout ça sous le couvert de l'anonymat en me disant, ben, ça n'a pas été évident. Puis, pourquoi on dit que c'est des adversaires du Mexique et c'est pas, par exemple, des adversaires du Canada? Bon, dans le cas là, qui nous occupe, beaucoup de gens qui ne sont pas vaccinés. Mais en temps normal, le Canada, c'est pas un grand bassin de boxeurs. Il n'y en a pas nécessairement beaucoup. Puis,
c'est particulier, c'est que le 28 août, il y a eu un combat excessivement inégal sur la carte, et c'était entre deux boxeurs locaux, entre guillemets. Donc, il y a un cas comme ça, puis souvent, on se ramasse dans un effet d'entonnoir. Par exemple, dans une catégorie comme les 147 livres, c'est une des catégories qui est historiquement les plus compétitives dans le monde de la boxe. Mais au Canada, on comptait Michael Zouski, on comptait Custio Clayton, sauf que le boxeur aussi, d'une certaine manière, a toujours le dernier mot sur l'identité de l'adversaire. On sait que le clan Zouski s'est jamais caché. Affronter des adversaires qui proviennent du Québec ou du Canada, c'était pas nécessairement dans leur visée. Puis Eye of the Tiger a tenté de faire un tournoi à 140 livres. Et vous me corrigerez si vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais Junior Ulysse a démontré qu'il était plusieurs coches au-dessus de la compétition avec ses victoires. Donc, qu'est-ce qu'on fait, par exemple, comme un boxeur comme Yves Ulysse? On dit, ben, on veut le monter pour. On croit qu'il possède tout ce qu'il faut pour être un aspirant mondial, mais c'est bien beau faire le ménage dans son pays, sauf que ça ne prendra pas nécessairement beaucoup de temps pour lui pour y arriver. Donc, on n'a pas le choix d'avoir d'une certaine manière. Surtout, c'est que depuis 30 ans, d'ailleurs, Yvon Michel avait créé sa première entreprise autour de Stéphane Ouellette. C'était ça l'ambition, c'est avoir des ambitions internationales, de sortir des confrontations à saveur locale, parce qu'on pensait, bon, on avait peut-être fait le tour, mais on se disait qu'on va être champion du monde parce que c'est là que le véritable argent se trouve. C'est quand des diffuseurs de la trempe, bon, à l'époque, c'était HBO, ou même si on est capable ensuite d'aller dans des événements à la télévision à la carte, mais la confrontation, on revient souvent, oui, mais quand Lucien Boutet et Jean Pascal se sont affrontés, certes, oui, mais il y a eu toute une ascension, il y a eu tout un engouement qui a été monté, et ils sont devenus champions, pas en affrontant des boxeurs ici, mais en affrontant des boxeurs de l'extérieur. Donc, il va falloir aussi revoir. Puis, au Mexique, veut pas, il y a des liens. Combien de Québécois et de Canadiens qui voyagent par année en temps normaux, on s'entend, dans des stations comme Cancun, ou, pardonnez-moi mon ignorance, je ne suis pas féru de resort et de destination soleil, mais il y a beaucoup de vols, donc c'est des coûts. Hein. Des fois, ça va être un gros sujet aussi de réflexion à l'avenir. On m'expliquait qu'en Ontario, on exige, par exemple, un test d'imagerie par résonance magnétique qui est apparemment un peu plus efficace, entre très gros guillemets, qu'un CT scan, mais ça a des coûts. Ici, au Canada, on vit dans un système public, donc c'est la société qui éponge les coûts d'une certaine façon. Aux États-Unis, c'est au privé, donc c'est des coûts qui se rajoutent pour les promoteurs, et tous ces combats de sous-carte-là, c'est fait à perte, c'est des loss leaders pour éventuellement peut-être faire ses frais. Donc, c'est un questionnement qui est vraiment intense. D'un autre côté, on a des gens qui sont directement concernés, notamment Sébastien Bouchard, le boxeur de Baie-Saint-Paul, qui a dit, ben pour moi, c'est une passion. Je me suis battu combien de fois dans les rangs amateurs et je n'ai pas touché un sou. Pour moi, c'est un mode de vie. Je suis conscient des risques. C'est une passion. Ça m'a permis d'avoir une meilleure hygiène de vie. Si je suis devenu l'individu que je suis devenu aujourd'hui, c'est grâce à la boxe. Mais il y a plein de gens qui gravitent autour de ces milieux-là. Donc, c'est vraiment pas évident d'être en mesure de tracer la ligne et de dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est peut-être justement là où l'enquête du bureau du coroner va être salutaire. C'est peut-être un peu les gens du milieu qui ont peut-être le nez trop collé sur la situation, de prendre un peu de recul et savoir qu'est-ce qui pourrait être fait de mieux. Tu parles de Sébastien Bouchard, puis moi, la soirée même, puis là, pendant que Zacharias Zapata, je pense qu'elle était encore au sol, j'ai fait une entrevue avec Adonis Stevenson. Tu imagines, Stevenson, c'était le premier gala auquel il assistait depuis son accident. Et puis là, il est témoin de cette scène-là. Mais malgré tout, je pense qu'Adonis là, était quand même bien capable de cerner le danger, la gravité de la situation. Il faisait un parallèle entre sa propre histoire et celle que vivait dans ses secondes cruciales Zacharias Zapata. Il se disait, probablement que moi, j'ai été moins bien suivi à l'époque parce qu'on se rappelle dans son accident que c'est lorsqu'il avait été laissé seul à lui-même dans le vestiaire, dans les douches,
que la situation d'Adonis Stevenson s'était détériorée, mais il avait espoir que, parce que c'était arrivé dans le ring, ça puisse mieux aller pour Zacharias Zapata. Malheureusement, ça n'aura pas été le cas, mais il disait que la boxe a été très importante aussi pour lui, qu'il a, oui, amélioré son hygiène de vie, mais il le mentionnait, il disait, quand je suis sorti de prison, heureusement que la boxe était là, que la boxe a permis de m'ouvrir d'autres portes, de me faire une deuxième vie, même si on lui ramène souvent encore sa première vie en pleine face, là. Mais toujours est-il, là, Francis, on a beau enlever peut-être de la responsabilité. En tout cas, moi, je le fais. J'enlève la responsabilité à Yvon Michel, j'enlève la responsabilité aux promoteurs. C'est pas facile, le matchmaking, c'est un art. C'est pas facile de faire la promotion, mais je m'inquiète beaucoup pour l'avenir de la boxe, là. Même si, en introduction d'émission, j'ai dit que la boxe est un mal nécessaire et que la boxe va continuer de vivre peut-être de manière underground, mais c'est pas facile là, pour les promoteurs, là. À la fin du combat, on voyait que à la fin du gala, en fait, après le point de presse de Kim Clavel, on voyait que Yvon Michel était vraiment ébranlé. Il y avait Alexandre Croft qui était dans un coin. Elle était en pleurs. Elle était inconsolable. On a vu que le groupe Yvon Michel avait déjà annulé, puis c'était bien dans les circonstances, là, son prochain événement. Alors, c'est un autre coup dur qui s'ajoute. Moi je ne sais pas là, si Yvon Michel va avoir encore le goût de produire des galas de boxe. Là. On sait tous les frais que ça incombe. Là, il y a des gens qui l'accusent. Son industrie est mise au banc. Et tu parlais des pertes qu'encaissent toujours les promoteurs en mettant en action des combats. Camille et Stéphane aussi, on va le mettre dans la discussion, là, mais ce qu'il fait, et il tente de faire vivre la boxe, mais il le fait probablement à perte là, depuis 2 ans, assurément depuis le début de la pandémie, mais après ça, là, il faut que tu remontes quand même. C'est quand le dernier événement payant, le lucratif que Camille et Stéphane a pu produire. Moi, je m'inquiète beaucoup pour la santé de la boxe. Alors, si on rajoute des frais aux promoteurs pour les tests médicaux qui sont nécessaires, je ne suis pas sûr que l'avenir de la boxe, déjà en déclin au Québec, ça va nécessairement dans le bon sens. Mais est-ce que ce sera un signe des temps si ça arrive? Ben, peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que la boxe va disparaître d'elle-même à cause de ça? Parce qu'il y aura aussi une plus grande variété de sports qui vont permettre à ces participants d'éprouver des sensations fortes. Ben, peut-être. Puis peut-être aussi que c'est tant mieux. Je ne sais pas. Peut-être que la question de la sécurité dans le monde du sport, de la boxe, va se régler d'elle-même. N'empêche que c'est dommage, hein, parce qu'on a beaucoup aimé le sport, même si en disant cette phrase, là, je m'expose déjà comme un barbare là, qui font partie de ceux là, qui peuvent aimer un bon combat de boxe où des participants se tapent sur la tête. N'empêche, c'est ça. C'est vraiment dommage ce qui se passe présentement. Oui, la boxeuse Jeannette Zacharias Zapata a accepté le risque. C'est très triste qu'elle soit morte dans les circonstances, mais c'est un sport millénaire, c'est un sport qui n'a peut-être plus d'avenir non plus. Je pense pas que ça soit un sport qui a plus d'avenir parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont, comme tu l'as dit, comme Adonis, qui sont sauvés par la boxe. Alors, c'est sûr qu'il y a encore des accidents et, à mon avis, on ne pourra jamais avoir un risque zéro en boxe de par la nature du sport parce que ce sont des coups à la tête. Donc, forcément, il va y avoir des accidents, c'est quasiment impossible de les éviter. Par contre, on peut limiter le nombre d'accidents qu'il y a avec tous les garde-fous dont on a parlé un petit peu plus tôt, des mesures plus strictes et aussi une plus grande responsabilité de la part de tous les acteurs, notamment, je reviens sur ce point-là, mais l'équipe des boxeurs. Et tu parlais tout à l'heure de David Whittam. Je m'en souviens de son entraîneur qui disait « Moi, je ne voulais pas qu'il aille se battre au Nouveau-Brunswick. Je savais que c'était dangereux pour lui, mais il y avait rien à faire. Il voulait absolument aller se battre. Peu importe ce qu'on lui disait, il voulait y aller. Et donc, je l'ai accompagné parce que je voulais limiter les risques et qu'il ait le meilleur encadrement possible. Et malgré tout, il y a eu les événements qu'on connaît. Donc, la responsabilité, elle vient des boxeurs aussi, mais tu ne pourras jamais empêcher un boxeur d'avoir cette mentalité-là parce que c'est la mentalité nécessaire pour être un champion, pour aller le plus loin possible. Je compare souvent la mentalité d'un boxeur à la mentalité d'un soldat. Quand tu vas à la guerre, tu sais qu'il y a des risques que tu as des risques de mourir dans le combat. C'est un petit peu pareil en boxe, même si les risques sont moins élevés, évidemment. Mais il faut avoir cette mentalité-là pour avoir du succès en boxe. Après, il y a d'autres sports où il y a aussi des accidents mortels. Regarde, moi, je suis un fan de soccer. À l'Euro, il y a Christian Eriksen qui a failli mourir sur le terrain.
J'ai déjà vu des joueurs mourir sur le terrain, Marc-Vivien Foé, il y a une quinzaine, vingtaine d'années, des crises cardiaques sur le terrain. Pourtant, on ne dit pas qu'il faut arrêter le soccer parce que c'est un sport dangereux. Il y a eu Ouais. un jeune Russe qui est mort en hockey il y a quelques mois. On ne va pas dire qu'il faut arrêter le hockey parce qu'il y a eu un mort. C'est des Même chose événements pour la course malheureux, mais c'est... automobile, hein? Même chose Ouais, pour la course automobile. Robert Kubica a failli se tuer à Montréal. Il y a eu Antoine Hubert qui est mort à Spa-Francorchamps. On a eu 2 graves événements encore lors de la dernière course à Spa. Il n'y ouais, a personne qui dit qu'on devrait arrêter la Formule 1, même si on avait eu la mort de Jules Bianchi avant. Là. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est de resserrer les cadres de sécurité. On l'avait fait après la mort exact. de Jules Bianchi en mettant un halo. On ne peut pas mettre un halo Mhm. autour de la tête des boxeurs non plus. Là. Oui, mais c'est dans tout l'encadrement et la préparation du combat et s'assurer que les boxeurs soient dans des conditions où ils sont pas vulnérables, comme c'était le cas pour Zapata. Donc, Mm. là où je vois une différence avec les autres sports, c'est que c'est le but, c'est l'objectif de la boxe de donner des coups à la tête, alors que dans les autres sports, c'est des accidents, entre guillemets, ou plus parfois des assauts, là. Mais quand tu es boxeur, tu rentres sur le ring, tu sais que l'adversaire veut te frapper à la tête et tu t'es entraîné, tu t'es préparé à bloquer les coups, à les esquiver, à anticiper. Tu sais que c'est l'objectif de l'autre. Alors que quand tu joues au hockey, tu es là pour marquer un but et il y a un Tom Wilson qui arrive dans ton angle mort et qui te met un coup de coude à la tête. Je trouve ça plus dangereux parce que tu t'y attends pas. C'est quelque chose Ouais. que tu ne vois pas arriver. Et Vas-y. souvent, on reproche souvent aux joueurs qui se fait plaquer dans ces circonstances-là, ben, il y avait la Ouais, tête basse. ouais, On blâme la exact. victime. Donc, c'est plus la nature du sport, de ce sport-là, de la boxe, fait qu'il y a plus de risques d'accidents cérébraux, mais en même temps, c'est ça. Tu le sais et tu te prépares pour ça. Contrairement à d'autres sports où ça arrive, où c'est pas l'objectif principal et ça arrive par accident ou par mauvaise intention d'un adversaire. Donc, ce débat-là, oui, il faut l'avoir, mais je pense pas que ceux qui blâment la boxe et la violence de la boxe, euh, leur argument est pas qu'il n'est pas valable, mais je trouve qu'il est pas assez solide parce que ça arrive dans d'autres sports aussi et qu'il y a eu des morts ailleurs et qu'il y a eu des morts qui sont peut-être plus, euh, comment dire, qui me font plus mal au cœur parce que c'est des gens qui s'y attendaient pas, alors que la boxe, ben, tu as toujours ce risque-là. Tu sais, tu connais les risques quand tu montes sur le ring, même si c'est bien évidemment malheureux à chaque fois qu'il y a un accident de ce type-là. Tu évoquais plutôt, Jean-Luc, les difficultés là, de l'industrie de la boxe au Québec et cet événement-là, est-ce que ça pourrait potentiellement être un moment charnière pour la simple et bonne raison que ça allait déjà très mal. Et il n'y a pas nécessairement beaucoup de talents locaux sur lesquels on aime bâtir. On a beaucoup profité de l'expertise acquise par nos entraîneurs québécois au fil des ans pour, bon, je pense à des boxeurs comme Arthur Beterbiev ou encore Aslambek Mahmoudov. Encore récemment, Marc Ramsey a acquis dans son gymnase un nouveau boxeur, un Olympien qui est arrivé. On voit Christian Mbili, à chaque cycle olympique, il y a quelqu'un qui arrive parce que on ne se cachera pas, le Québec, c'est un endroit quand même assez bien où vivre. C'est un des pays, le Canada, le Québec, on est dans un endroit où il fait le mieux vivre au monde. Donc, question de sécurité et tout, on est bien ici. Donc, c'est normal qu'il y ait des gens qui ont des aspirations pour des carrières. Mais d'un autre côté, on voyait déjà, et je pense, je m'en remets encore à Martin Achard qui avait partagé un peu une réflexion en disant euh, c'est excessivement compliqué depuis le début de la pandémie parce que là, les unions entre les réseaux de télévision et les promoteurs sont rendues tellement fortes que pour des tierces parties qui sont pas top rank, qui sont pas Matchroom avec Eddie Hearn, même Oscar de la Hoya, sa compagnie de promotion, on demande ce qui se passe avec lui parce que il y a pas beaucoup d'accent qui avait été mis sur le recrutement au cours des dernières années, si bien on a perdu Canelo, qui est rendu pas mal son propre promoteur et qui danse main dans la main avec DAZN. Le PBC, il peut faire ce qu'il veut d'une certaine manière. Ça va être difficile d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'on va accepter d'investir des sommes colossales à perte pendant des années en se disant, ben, un jour, un HBO va arriver. Il y a même le promoteur américain Lou DiBella, qui est un ancien, qui a déjà fait partie de la haute direction d'HBO Sports, il disait c'est tellement complexe
même lui qui fait des affaires dans la région de New York, on sent qu'il y a de moins en moins de possibilités. Donc, est-ce que d'un autre côté, on arrive à une certaine fatalité de dire on va peut-être mettre un livre de règlement encore plus imposant, à juste titre. Hein? Il faut avoir la réflexion sur les choses à faire, mais déjà l'industrie se portait vraiment pas bien. Est-ce que c'est, dans le fond, la plus récente tuile là, qui s'abat sur des promoteurs comme Yvon Michel et Camille Stéphane? Ouais, ben, moi, j'ai l'impression que c'est un dur coup, personnellement, et pour les affaires d'Yvon Michel. Là, je pense, ben, évidemment, c'est la première fois de sa carrière qu'un drame horrible a cette conclusion-là. Là. Heureusement, celle de Denis Stevenson n'est pas arrivée, mais Yvon avait été fortement ébranlé par ce qui s'était produit à son champion. Même là, si ce n'est pas un boxeur de son écurie, c'est quand même, ça arrive dans le cadre d'un de ces événements dont il avait la responsabilité, qui portait son nom, le groupe Yvon Michel. Je pense que ça va faire très, très mal au groupe Yvon Michel. On voyait quand même l'organisation ça évoluait pas tellement bien. Il y avait comme une forme de renouveau avec Kim Clavel et exactement. Marie-Ève On Dicker. vers la boxe féminine, voilà. Et puis, c'est un beau pari aussi qu'attente Yvon Michel de ce côté-là. Du côté de la boxe masculine, on sait qu'Eleider Alvarez ne fait plus partie de l'équipe. Alors, il reste Oscar Rivas. Là, on mise sur une nouvelle catégorie pour essayer de bâtir quelque chose sur Rivas. Mais avec ce que Michael Zosky nous a offert également comme performance, on ne peut pas dire que Yvon Michel peut miser sur Zouski là, pour le long terme de sa carrière. Donc, il nous reste Camille et Stéphane, parce que si tu es quelqu'un de l'extérieur là, qui a de l'argent, qui est fortuné, est-ce que tu as le goût là, présentement d'aller investir dans la boxe, de partir ton organisation, aller mener des grandes luttes là, contre DAZN, contre Top Rank? Voyons, non, c'est pas possible. Là. Il y a Camille et Stéphane qui parvient peut-être à le faire en réussissant à se faufiler à gauche et à droite, mais c'est vraiment difficile. C'est parce que c'est un passionné de boxe, qu'il a les ressources financières qu'il a présentement, mais qui ne sont sûrement pas illimitées non plus. Là. Alors, si tu es quelqu'un de l'extérieur, tu ne vas pas investir dans la boxe. Si tu es Yvon Michel, tu ne seras pas éternel malgré toute la belle passion que tu peux avoir pour ce sport. Donc, ça augure pas bien pour la boxe québécoise. Adrien, en conclusion? Oui, ben, écoute, je suis d'accord avec votre point. Je pense que ça peut être un point tournant pour la boxe au Québec, parce que c'est le genre d'événement, tu parlais tout à l'heure de Cleveland Denny, c'est ce qui a fait changer les choses, mais j'espère que ça va être dans ce sens-là, que ça va améliorer l'encadrement de la boxe et pas que ça va la couler. Malheureusement, tous les points que tu apportes sont tout à fait valides. C'est que c'était déjà difficile avant, et que dans l'opinion publique, la mort de Zapata, elle est sur le dos de l'industrie. La responsabilité est sur la boxe et sur le promoteur, selon l'opinion publique en ce moment. Donc, j'ai peur que ça fasse beaucoup de mal à la boxe locale. Et c'est pas une histoire qui a forcément dépassé les frontières. On n'en parle pas beaucoup aux États-Unis, on n'en parle pas beaucoup en Europe. C'est triste parce que c'est devenu un petit peu banal quand il y a des morts qui ne sont pas des vedettes. Ça ne fait plus les manchettes ailleurs, parce que c'est quelque chose qui est déjà arrivé par le passé. Mais c'est triste. C'est triste pour tout le monde, pour tous les acteurs impliqués, parce que, tu l'as dit, c'est des gens qui sont passionnés, qui se donnent corps et âme, qui roulent pas sur l'or grâce à la boxe, et pourtant qui se font un petit peu taper dessus, même beaucoup taper dessus, malgré le fait que les responsabilités soient partagées et soient pas les leurs, ils n'aient pas fait de faute qui est menée à ces événements-là. J'ai peur pour la boxe au Québec pour toutes ces raisons-là, mais je pense que c'est aussi une bonne opportunité de peut-être pas réformer, mais d'améliorer tout l'environnement et de rendre tout ça plus sécuritaire, un petit peu plus éthique aussi dans certains aspects, et de faire en sorte que la boxe se porte mieux et qu'on arrive à créer un meilleur environnement pour tout le monde. Mais j'ai des doutes, malheureusement.
Merci beaucoup, messieurs. Comme on a pu le constater, hein, c'est un sujet qui est complexe. Il y a plusieurs couches à soulever, plusieurs points là, c'est ni noir ni blanc, hein. Ce dossier-là, c'est rempli de zones grises. Et ça va, je pense, en falloir encore laisser un peu la poussière retomber. Il y a un examen de conscience important à faire et naturellement, on aura l'occasion d'y revenir au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois. Comme à l'habitude, je vous invite à visiter le rds.ca/balado-diffusion ou encore iHeart, l'application iHeart pour découvrir tous les contenus qui vous sont proposés par RDS. Donc, au nom de Luc Dansereau à la production, Olivier Côte à la mise en onde, Adrien Meur et Jean-Luc Legendre, et c'est Francis Parquin qui vous remercie d'avoir été des nôtres et qui vous dit à bientôt. Ciao.